Bonjour à toutes et à tous. Donc la proposition d'intervention est basée principalement sur le XXe siècle à Saint-Paul, parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années sur ce territoire et à comprendre en fait l'évolution de la ville. Alors plus précisément sur Saint-Paul, ça va concerner les sables de Saint-Paul. Ouais, merci. Là, vous avez une carte du territoire de Saint-Paul qui date de 1733. C'est une carte des Archives nationales d'outre-mer. La zone des sables est comprise, pour la terminologie aujourd'hui, donc Cap Laoussé à l'ouest. On est limité par les rampes de plateau caillou au sud, l'étang de Saint-Paul et l'embouchure que vous voyez de l'étang de Saint-Paul sur la partie nord-est, et puis du coup la baie de Saint-Paul sur la partie nord. C'est le deuxième site d'occupation après le vieux Saint-Paul, qui était plutôt sur le quartier La Perrière, là où il y a eu d'ailleurs des fouilles archéologiques. Et en fait, la ville vraiment de Saint-Paul va se développer sur ce qui s'est appelé les sables, donc tous ces résidus sédimentaires qui venaient via la rivière des Galets du cirque de Mafate. Je me suis particulièrement intéressé pour l'intervention sur le XXe siècle, puisque sur tout le XIXe siècle, on a des ressources iconographiques énormes. On a de la lithographie, on a des étampes, on a des peintures de Joseph Barrère, on a les plans, on a l'atlas militaire qui recense tous les bâtiments militaires qui sont restaurés dans les années 1840. On a les plans de reconstruction de Saint-Paul après l'incendie de 1809, puisque les Anglais attaquent Saint-Paul en 1809, resteront pendant 5 ans, de 1810 à 1815. Et après, on a tous les travaux qui sont entrepris pour reconstruire Saint-Paul. Et là aussi, on a des éléments iconographiques conséquents, ce qui nous permet, en fait, sur le XIXe siècle, d'avoir une vision assez précise de l'évolution de la ville. Par contre, s'opère un double phénomène de resserrement sur la fin du XIXe siècle, alors qu'on avait plein de reportages photographiques de voyageurs qui venaient à partir des années 60, 70, 80 sur Saint-Paul, qui ont fourni des éléments iconographiques importants. Ça s'amenuise sur la fin du 19e, début 20e, alors qu'en même temps, on a une explosion de la photographie de cartes postales qui va construire un discours sur ce que l'on veut montrer en fait sur le territoire des Sables, et qui est appauvri par rapport à la richesse des fonds iconographiques qu'on avait sur les années 1860 jusqu'aux années 1890. Et ces photographies de cartes postales vont contribuer à construire un récit patrimonial sur Saint-Paul, sur ce qu'il faut visiter. Il va être complété par les premiers livres illustrés, les premiers récits sur la mise en tourisme, puisque du coup, vous avez le livre de Manès sur le tourisme à La Réunion, et il décrit d'ailleurs Saint-Paul, la zone des Sables, comme une ville où on ne s'arrête pas, qui n'a que peu d'intérêt, et on ne la traverse que pour aller sur la ravine Bernica, qui devient le haut lieu touristique du début du XXe siècle. Complètement différent de ce que vous avez aujourd'hui, puisqu'on n'accède pratiquement plus à la ravine Bernica. Et Saint-Paul connaît aussi une perte de l'ensemble de ses fonctions. Alors elle a perdu sa fonction de capitale depuis le XVIIIe siècle. Au XIXe, elle perd son tribunal. Avec un arrêté de 1896, elle ferme son hôpital colonial. Donc en fait, l'ensemble de ces fonctions qu'elle avait héritées en fait, depuis la création de la ville sont perdues. Et en plus, avec la création du port de la Pointe des Galets, elle perdra progressivement son activité économique. Et toute la première moitié du XXe siècle, la ville s'endort. Il n'y a plus aucun grand projet d'aménagement ou de reconstruction qui sont faits. Et en plus, les archives municipales sont très silencieuses sur l'évolution de la ville. Alors quand je dis silencieuses, malheureusement, beaucoup ont été abîmées, certaines ont disparu, certaines ont été détruites. Donc quand on reprend en fait l'ensemble des arrêtés du conseil municipal sur la première moitié du XXe siècle, on a malheureusement peu d'éléments qui nous permettent de comprendre l'évolution de la ville. Par contre, la ville connaîtra énormément de destruction, puisque la ville va être, à partir des années, on a énormément d'éléments à partir des années 1890, de vagues de destruction, alors des raz-de-marée, des incendies. La ville ne connaît plus de tremblements de terre, contrairement au XVIIIe siècle. Elle est régulièrement aussi détruite par le cyclone, 1912, 1924, 1932, et j'en passe. Et là, c'est grâce au fonds d'archives versé de la préfecture, donc 41W, où vous avez les éléments de description de toutes les destructions que vont connaître les villes suite au passage d'un cyclone, principalement sur Saint-Denis, mais Saint-Paul va aussi connaître son lot de descriptions de destruction. Donc deux exemples de cartes postales que vous avez.
sur cette explosion en fait de photographies de cartes postales, c'est donc des vues qui sont choisies, qui sont ciblées pour donner une image de la ville. Alors principalement, ce qui est photographié, ce sont les monuments en dur, donc les monuments en pierre. Vous avez l'hôtel de ville de Saint-Paul, vous avez l'ancien hôpital, le PSMR aujourd'hui, vous avez le temple de la rue Saint-Louis qui est pris en photo, et vous avez l'activité du front de mer aussi qui est régulièrement prise en photo. Et vous voyez embarquement du sucre en rade de Saint-Paul. Cette photo daterait entre 1903 et 1910, alors qu'on a un rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées en 1901 qui nous montre que plus de la moitié des marines du front de mer de Saint-Paul ont été détruites par un cyclone et n'ont pas été reconstruites. Donc on a vraiment une activité qui est très réduite sur le début du XXe siècle au niveau de la zone du front de mer. Quelques rues qui nous permettent en fait de voir autre chose que l'architecture en pierre et quelques éléments en bois. Là, on est sur la rue du Commerce, la rue actuelle du Commerce. La pharmacie Ferrand, bien sûr, n'existe plus aujourd'hui telle quelle, mais ça nous permet d'avoir une vision du centre-ville de Saint-Paul. Élément assez intéressant sur ces photographies de cartes postales, toutes les vues des villes des rues de Saint-Paul sont vides de gens pratiquement. Là, vous avez quelques individus à l'entrée de la boutique, mais quand on voit la rue La Bourdonnais, par exemple, où souvent on a une rue de Saint-Paul qu'on pourrait faire correspondre probablement à la rue Évariste de Parny, c'est une hypothèse, il n'y a personne dans la rue ou un individu qui est au seuil d'une porte d'une maison, et ce qui conforte ou confirme en tout cas la vision qu'ont donnée les récits de journalistes de l'époque. Saint-Paul est vide de gens, personne dans les rues à part quelques chiens errants qui se battent les quelques déchets qu'il y a dans la rue. Ces discours ne sont pas nouveaux au début du XXe, puisque vous avez un journaliste mauricien qui a pour pseudonyme Pouka, qui vous donne une vision assez négative du centre-ville de Saint-Paul. En complément de cette cartographie, de ces photos de cartes postales, pardon, on va avoir quelques éléments assez exceptionnels, et je remercie Jean qui est dans la salle, puisqu'il était avec moi ce midi, qui a récupéré des plaques de verre d'un voyage à bord de l'Adour, qui était un bateau des messageries maritimes, qui arrive à La Réunion en 1908, 6, si je ne dis pas de bêtises, je cherche Jean du 8, merci. 1908, et on a 2 clichés. Alors sur 800, on en a 2 qui sont sur la place de l'Hôtel de Ville. Vous voyez la fontaine qui n'est plus celle que vous connaissez aujourd'hui, puisqu'elle aurait été changée dans les années 1930. Vous voyez tous les pieds de tamarin qui sont autour, dont la majorité existe encore sur la place de l'Hôtel de Ville, alors que le bonnet de prêtre, qui est l'arbre le plus majestueux, est le plus récent de la place de l'Hôtel de Ville. Et vous voyez ce fameux pique-nique sur la droite qu'ils vont faire dans la ravine Bernica. Alors, quand on dit un pique-nique dans la ravine Bernica, ils sont quand même en souliers, habillés de blanc. Vous avez des porteurs qui amènent les paniers à pique-nique et ils vont en fait s'arrêter à l'entrée de la ravine Bernica. Et ça, c'est l'exploration touristique de la ravine Bernica. Voilà. C'est d'un fond assez exceptionnel puisque c'est le seul à notre connaissance qui voit en fait ce type de voyage réalisé du coup après la parution du guide de Manès. On a quand même une évolution qui est plus importante, alors qui est visible depuis les rampes de plateau caillou sur la fin du 19e, mais qui se renforce à partir des années 20. On a désormais en fait des prises de paysage. En fait, on prend de la distance, on change enfin de point de vue. On ne vise pas un objet en particulier qui participe à construire un récit très précis de Saint-Paul. Là, on s'écarte et on cherche à avoir une vue générale de Saint-Paul. Pour nous, en tout cas pour un historien, c'est aussi intéressant, voire plus intéressant, parce que ça nous permet de sortir de la subjectivité du sujet en fait qu'a voulu prendre le photographe pour avoir un plan large et identifier l'ensemble des bâtiments présents, la construction des routes et puis la structuration de la trame urbaine de Saint-Paul. Vous voyez depuis la mer, puisqu'on a des photos qui sont prises grâce aux bateaux qui sont en rade de Saint-Paul, des photos qui sont prises depuis le débarcadère de Saint-Paul, alors certes avec un champ qui est beaucoup plus réduit, mais qui permet de voir l'hôtel Laquais, l'évolution des marines, les ponts et chaussées actuels bâtiments de la Halles, et puis le bureau du port, la douane, qui sont construits du coup sur le sable.
On a aussi une toute première photo aérienne que je ne pourrais pas vous montrer, qui est sur un fond privé, qui date des années 30 et qui permet d'avoir une vue en plongée de Saint-Paul depuis les hauteurs et depuis une vue mer. Voilà. L'avantage aussi des vues depuis les rampes de Plateau Cailloux, c'est que les rampes servent à la fois pour le photographe de point de vue, mais ça sert aussi pour les photos de famille, puisqu'on voit régulièrement en premier plan un couple, une famille sur les rampes qui sont assis et le photographe du coup qui prend la photo et la ville est en arrière-plan. Et on a des photos sur les années 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950. Et grâce du coup à ces prises de vue de paysage depuis les rampes de Plateau Cailloux, on a une possibilité d'examiner l'évolution urbaine de la ville de Saint-Paul. Et en troisième point, sur les sources iconographiques que l'on a, c'est après le cyclone de 1948 ou après la départementalisation de 1946, c'est la photographie de commande. Vous avez des campagnes régulières de photographie aérienne qui sont faites sur la droite. On est du coup sur 1966 et on a aussi une reprise des plans, puisqu'en fait, à partir sur les derniers plans sur la construction de la ligne de chemin de fer avec les pages géométriques du roi juste dans les années 1872-1880, on a une tentative de plan, mais qui est très peu documentée au début du XXe, et après on ne retrouve que ce plan. Après la départementalisation, donc on a vraiment en fait un gap sur la photographie, sur l'iconographie, sur les plans, sur vraiment la première moitié du XXe siècle. Et du coup, à partir des fin des années 40 et années 50, désormais, on peut mieux comprendre comment s'est structurée la ville. Et ce qui est intéressant sur ce plan et avec la photo en comparaison, on voit bien que le centre-ville de Saint-Paul est très ramassé, qui correspond en fait au même centre-ville que le 19e siècle, et que le quartier de la Baie, donc le quartier de la Baie, c'est le quartier qui est au niveau de la grotte du peuplement, aujourd'hui anciennement grotte des premiers Français, centre-ville. Ensuite, on a le quartier de la Butte, et après, on va sur le fond de l'étang, et l'autre côté de l'embouchure, on va sur le quartier Jacot, et on voit qu'on est notamment sur le quartier de la Butte, où on est sur de la paillote, principalement des engagés qui étaient rattachés à l'usine La Prade. On voit ensuite vraiment des éléments de la forêt, sur toute la partie fond de l'étang, avec un habitat très parcellaire. Et ensuite, on reste sur toute la zone de l'embouchure, notamment sur le quartier Jacot, sur des espaces agricoles. Voilà. On n'a pas retrouvé de photos, en tout cas notamment sur les cartes postales ou sur les voyageurs, de ces quartiers de la Baie, de la Butte, du fond de l'étang au quartier Jacot. On a de la photographie sur la chaussée royale, on a des photos sur l'embouchure de l'étang, des photos sur le pont, parce qu'on appelait les trois ponts, qui sont les ponts piétons et routiers qui permettaient de traverser l'étang, et le pont de la ligne de chemin de fer. Et du coup, on reste assez limité en point de vue. On a quand même plus de 70% de la zone des Sables qui échappe à l'œil du photographe. Donc comment comprendre l'évolution d'une ville si 70% du territoire nous échappe? Et ça m'amène à mon point suivant. C'est grâce aux albums de famille, donc au fond privé, puisqu'en fait, ils vont certes photographier la famille chez eux, mais en fait, ils vont documenter les destructions de la ville de Saint-Paul sur la première moitié du XXe siècle. Vous voyez alors des photos issues du fonds Verguin qui alimentent en fait le cyclone, la destruction des cyclones de 1912. Vous voyez en haut à gauche, alors je pense que vous le reconnaissez, c'est un bâtiment qui a été récemment restauré sur le front de mer de Saint-Paul, c'est l'hôtel Laquais, actuel restaurant Vapiano. Vous avez en dessous une maison en fait, du centre-ville de Saint-Paul qui est détruite. Pareil sur les photos centrales, donc là c'est une collection privée. Et vous voyez sur les années 50, alors la supposition, alors ça c'est un don de Jean-François Ibon de Froen au musée Léon Diers. Il y a une série de photos qui montrent les destructions de 19... Alors on suppose que c'est le cyclone de 1948, on n'a pas d'éléments précis sur la datation, mais elles sont à mettre en corrélation avec les rapports de police sur les destructions du cyclone de 1948, puisqu'on rapporte qu'il y a 4,10 m d'eau sur les rives du Bernica, 3,25 m sur la chaussée royale, 2,20 m dans la rue du Commerce et 1,20 m à la Caverne. Bon, la photo en haut à droite que vous voyez, c'est la rue du Commerce. Pour ceux qui sont déjà baladés, vous voyez l'angle de la rue du Commerce et rue Rhin et Danube. La boutique, elle est toujours là. Voilà.
peu en train de s'écraser sur elle-même, mais elle est toujours présente. Bon, là, je ne pense pas qu'on soit aux 2 mètres d'eau indiqués dans le rapport, mais vous voyez quand même que la ville est particulièrement inondée. Et on le voit aussi sur le cyclone de 1932, la ville est pas mal détruite, mais on voit surtout que 80% de l'habitat en 1904 sur le territoire communal serait détruit. En fait, c'est en grande majorité des paillotes, puisqu'on le voit sur Bois de Nef, on a 70% du quartier Bois de Nef, donc sur les hauteurs de Saint-Paul, 70% de l'habitat qui est détruit, dont de mémoire 85% de paillotes. Sur la terminologie paillote, ils vont tout regrouper, que ce soit de l'habitat en tôle, que ce soit de l'habitat en matériaux naturels. C'est tout l'habitat qui n'est pas construit en dur, en moellon, en pierre taillée ou complètement en bois. Sauf que personne ne photographie la destruction de ces paillotes, alors que ça représente un volume conséquent de l'espace urbanisé qui passe à la trappe. Et les photographes de presse vont principalement se concentrer sur le sensationnel. Saint-Denis va faire beaucoup l'objet de campagnes de photographie après passage de cyclone. Malheureusement, Saint-Paul ne fera pas l'objet du même intérêt. Peut-être parce que Saint-Paul était toujours dans ce marasme qu'elle a connu sur la première moitié du XXe siècle et qu'elle n'intéressait pas autant que le chef-lieu. On a aussi des campagnes de photos de destruction, mais c'est souvent un monument dans les Hauts, un monument à Cilaos, un monument à Salazie, un monument à un tel qui alimente en fait l'image de la destruction. Yes. On passe ensuite alors là, un nouvel apport qui... 30 minutes, Tanguy. 30 minutes. 3 minutes ? Oui. Je vais accélérer. Sur du coup le fond Le Gros qui montre grâce à la photographie aérienne du coup l'ampleur des dégâts. Alors là on est sur probablement le cyclone Génie de 1962. On avait un souci sur la datation, mais on le repère notamment grâce aux bâtiments construits après le cyclone de 48, notamment l'hôtel de ville, et qui nous permet en fait de voir l'ampleur et surtout de voir beaucoup plus loin que le centre-ville de Saint-Paul. Donc c'est grâce aux fonds privés, aux albums, ce qui nécessite du temps, et je remercie d'ailleurs beaucoup de personnes dans la salle qui m'ont aidé du coup à récolter l'ensemble de ces fonds, parce que ça a été dit notamment par David Gagneur hier que travailler avec des propriétaires privés qui ont les albums de famille, ça nécessite un rapport de confiance, d'autant que là je me souviens d'une discussion que j'ai eu une semaine avec une dame qui a des albums de famille des années 40-50 à La Réunion, qui juge que c'est pas intéressant, elle ne veut pas me les montrer parce que c'est ses enfants, c'est sa maman, c'est son papa, etc. Je dis mais je m'intéresse beaucoup plus à ce qu'il y a derrière que ce qu'il y a devant, qui est votre famille. Et je vais accélérer. On a quand même quelques particularités. Alors c'est toujours ces bâtiments en dur qui font aujourd'hui les objets patrimoniaux principaux de Saint-Paul. C'est l'hôtel de ville qui lui est très documenté puisqu'on a de l'iconographie sur le 18e, des plans sur le 19e, des cartes postales, des photos de destruction que vous voyez ici après le cyclone de 1948. Vous voyez comment la toiture a été complètement emportée par le cyclone et vous voyez ensuite les travaux de restauration, de reconstruction en fait d'une partie de l'hôtel de ville qui a sa configuration d'aujourd'hui puisque le toit à 4 pans est remplacé par une toiture plate. Vous avez 4 ailes qui sont réalisées et vous avez cette tour horloge qui est installée avec le balcon en façade. Et là, c'est un cliché de 1976 du pré-inventaire de Saint-Aubin. Voilà. En complémentarité, après du coup le cyclone de 1948, alors il y a une exception qui est un autre chantier qui a été documenté, mais qui est sur un fonds privé que je ne peux pas vous montrer, qui est la maison Cerveau, qui est à l'entrée de la rue Poivre à Saint-Paul, qui a appartenu au docteur Roger Cerveau, maire de Saint-Paul, et qui en fait le terrain appartenait à sa femme et il fait construire la maison entre 1948 et 1949 et le chantier est documenté, les intérieurs sont documentés et après la mairie le rachète dans les années 60. Voilà. Là on a le chantier de la SIDR qui est le premier à Saint-Paul. Alors la photo en haut à gauche n'est pas sur Saint-Paul, elle est au port, mais je la trouvais très intéressante parce que vous voyez l'agent de la SIDR qui est là pour déloger, reloger les familles dont les habitations vont être détruites pour laisser place à une opération immobilière. On a 2 autres photos qui sont probablement autour grâce à Savannah, puisqu'on voit l'axe en fait de la rivière des Galets en arrière-plan, et vous voyez une paillote qui est détruite.
On n'a pas identifié exactement, mais elle fait partie du lot sur l'opération de la SIDR. Et vous voyez du coup le premier chantier d'envergure documenté grâce à une commande. La photographie devient bien un objet de commande. Et vous voyez du coup les habitations qui sont construites au fur et à mesure avec le chantier. C'est plus de 115 maisons en bord de mer qui vont être livrées. Et ça va vous donner ceci. J'ai raté. 1 minute. 1 minute. Bon, ben on va repasser dans l'autre sens. Non, raté. Bon, ça va vous donner du coup de la photographie aérienne sur le quartier de la baie, où vous voyez vraiment les changements au niveau de Saint-Paul. Et un fonds iconographique qui va être de plus en plus alimenté, puisque la ville recrute en architecte conseil Guy Lejeune, dès les années 60, qui va réaliser le nouveau plan d'aménagement de la ville, qui va réaliser les plans de l'école Eugène Daillot, qui va réaliser aussi d'autres projets d'aménagement. Vous avez le tribunal qui s'installe en 1969-1971 de mémoire. Et donc, on a désormais une documentation iconographique conséquente. Donc, en conclusion, même si on a en fait une perte de ressources iconographiques sur le passage du 19e au 20e, ce qui s'explique en fait par les bouleversements que connaît la ville. On a certes une explosion en fait de la photographie de carte postale, mais qui est partielle et partiale, puisqu'elle veut donner une certaine image de la ville. C'est grâce en fait aux albums de famille qui vont documenter en fait les différentes destructions et reconstructions que va connaître Saint-Paul sur la première moitié du XXe siècle. Je vous ai montré que des extraits. Il y a encore plus de fonds, mais on voit vraiment la destruction, la reconstruction de la maison. Et puis, ils sont fiers de montrer tout autour d'eux les transformations. C'est la seule indication, par exemple, que j'ai sur le changement de la fontaine rectangulaire que vous avez sur la place de l'Hôtel de Ville et la fontaine que vous connaissez aujourd'hui. C'est une photo du fond Verguin, où en fait, pas du fond Verguin. Pardon, je retrouve le fond. Bref, elle est dans son jardin, sur le Guétali, et en fait, elle prend une photo de la place de l'Hôtel de Ville, et on voit en fait la nouvelle fontaine que du coup, je n'ai pas réussi à retrouver dans les archives municipales, alors que c'est une commande de la ville ou un achat de la ville. Voilà. Et à partir de la départementalisation après le cyclone de 48, on a enfin les premières campagnes de photos. Alors de particuliers, on voit les chantiers, la construction, les intérieurs et puis les extérieurs. Mais surtout, on voit de la photo de commande, la photo qui est planifiée, qui a un objectif scientifique qui doit servir l'urbaniste. Et ensuite, les premières opérations, celles notamment de la SIDR, bien d'autres vont arriver, notamment sur le quartier de la ville nouvelle de Plateau-Cailloux. Et voilà. Applaudissons Tanguy.